Merci beaucoup. Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre en charge des institutions, Mesdames, Messieurs les ministres, je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de remise du rapport annuel 2013 du Conseil économique, social et environnemental. Madame la Présidente, le rapport que vous venez de me remettre témoigne de la qualité de vos réflexions et recommandations. Je voudrais ici vous rendre un hommage mérité à vous et à l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'à toute votre équipe. Je sais que votre rapport comporte des avis, contributions et orientations d'experts au regard de la composition de votre Assemblée, qui est suffisamment représentative des différents segments de la société sénégalaise. Et c'est ce qui fait votre particularité. En effet, le Conseil économique, social et environnemental est une assemblée consultative qui réunit toutes les forces vives de la nation. En installant cette institution le 8 mai 2013, j'avais souhaité qu'elle soit un véritable organisme d'analyse et de proposition en relation étroite avec l'action gouvernementale. Je note avec satisfaction que le Conseil économique, social et environnemental, force d'écoute et de proposition au service des pouvoirs publics et des populations, a placé le citoyen au cœur de son action. Et vos travaux l'illustrent à suffisance. Cette approche visant la participation effective et positive des citoyens à l'action publique est un critère déterminant de bonne gouvernance. Elle contribue notamment à la consolidation d'une culture républicaine autour d'un projet de société commun. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les honorables membres du Conseil, à la lecture de ce rapport annuel, tout comme d'ailleurs du rapport de votre première session ordinaire 2014, nous mesurons l'ampleur des défis qui interpellent notre pays. Je constate que des secteurs entiers de la vie économique et sociale ont été visités, des thématiques importantes abordées et surtout des recommandations pertinentes formulées en vue d'une prise en charge efficace des préoccupations de nos concitoyens. En 16 mois d'existence, vous avez fait preuve de dynamisme en tenant 2 sessions ordinaires et 2 sessions extraordinaires sur des thématiques prioritaires, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, comme l'agriculture, la santé, l'énergie, l'emploi des jeunes, l'environnement et le cadre de vie, pour ne citer que cela. Je voudrais particulièrement me féliciter de la prise en compte de la dimension environnementale dans vos travaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, face aux enjeux du développement, les politiques publiques doivent être mieux éclairées, mieux conçues et mises en œuvre avec pragmatisme dans une dynamique de performance. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les missions du Conseil économique, social et environnemental.
je voudrais à cet égard sur les conclusions contenues dans vos rapports. Les problématiques que vous avez abordées, éducation, formation, emploi, énergie, agriculture, décentralisation et développement territorial, compétitivité de notre économie, constituent des actions prioritaires de l'État. À travers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui fait de la protection sociale et de la solidarité nationale un axe prioritaire, c'est le deuxième axe du plan Sénégal émergent, nous posons ainsi les jalons d'un développement équitable et durable. Même si nous devons toujours faire mieux pour répondre à la forte demande sociale, il convient de reconnaître qu'un travail remarquable a été accompli depuis mon accession à la magistrature suprême avec des mesures sociales importantes, baisse des prix des denrées de première nécessité, baisse de l'impôt sur les salaires des travailleurs, couverture maladie universelle, bourse de sécurité familiale, pour ne citer que celle-ci. Toutefois, nous devons travailler sans relâche pour améliorer les conditions d'existence de nos concitoyens. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, l'éducation, la formation et l'emploi restent des piliers de notre politique de développement. En définitive, il s'agit de créer pour chaque Sénégalais les opportunités d'accéder plutôt à un emploi stable et à un travail décent, surtout pour les jeunes. Je saisis ce moment privilégié pour lancer un appel aux acteurs du système éducatif, du préscolaire au supérieur, en passant par l'élémentaire et le moyen secondaire, pour la pacification durable de l'espace scolaire et universitaire. Je me réjouis de l'accord trouvé entre le ministre de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignement sur les dates ou la date de l'ouverture des classes. Dieu merci, un consensus, un accord a été trouvé. Les conclusions des Assises nationales de l'éducation et de la formation, validées par l'ensemble des parties prenantes et qui seront sanctionnées par des décisions d'un conseil présidentiel sur la question que je convoquerai très prochainement, devraient ouvrir de nouvelles perspectives pour bâtir dans la sérénité une école de la réussite et de l'excellence. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, s'agissant de la question du logement, préoccupation majeure des Sénégalais, il convient de souligner que les coûts avaient connu une hausse vertigineuse à l'achat comme à la location, devenant ainsi une source de précarité pour beaucoup de familles. Devant cette urgence sociale, j'ai pris des mesures hardies pour alléger le coût du loyer et augmenter l'offre de logement en facilitant l'accès à la propriété foncière et immobilière. C'est ainsi que j'ai engagé des projets de construction de logements sociaux accessibles aux populations, avec la mise en place du nouveau pôle urbain de Diamniadio, ainsi que d'autres pôles urbains, et la réalisation de la cité de l'émergence, ainsi que de la cité de l'avenir, dont j'ai procédé à la pose de la première pierre hier. Parlant de l'offre de logement, je voudrais saisir cette occasion pour rappeler devant cette tribune que mon gouvernement ne saurait compromettre les intérêts du secteur privé national.
je veux que nous nous entendions très bien sur cette question. Nous avons déjà indiqué, lors du lancement du pôle urbain, que tous les privés sont invités à se manifester. Nous leur donnerons des terrains. J'avais précisé que ces terrains ne sont pas à vendre. Ils ne feront pas l'objet de spéculation. Mais ceux qui sont capables de faire de la promotion immobilière ou du développement sont les bienvenus. Et parmi les 5 sociétés qui ont été choisies, les 3 sont sénégalaises. Il s'agit de Jetran, qui est le premier, qui est donc le propriétaire des grues que vous voyez sur l'autoroute, qui a déjà commencé à travailler, alors même qu'il n'a pas encore son bail, mais il a l'affectation, il a mis son dispositif pour une offre de 28 immeubles qu'il est en train de construire. Vous avez également Yerim Sow, qui est un Sénégalais, qui a des terrains qu'il est en train de mettre en œuvre, et il y a une 3e Sénégalaise, une certaine Madame Diop, qui s'est engagée. Là aussi, j'ai déjà mis en garde, parce qu'il n'est pas question de laisser des terrains qui vont dormir à Diamniadio. Moi, je veux réaliser les choses dans le temps. Donc ceux qui veulent aujourd'hui, quelle que soit, disons, la nationalité, sénégalaise d'abord, en priorité, mais si j'ai des Australiens qui sont prêts à développer, je leur donne. Mais donc, il n'y a pas de problème. Nous avons les espaces qui sont là, c'est disponible. Mieux, j'ai dit que nous allons élargir une nouvelle période. Nous avons besoin de rénover la ville. J'invite les architectes également à participer dans cette dynamique. J'avais déjà ordonné au gouvernement de lancer un concours d'architecture pour l'aménagement de la corniche. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'instruire le ministre de l'Urbanisme de saisir l'ordre des architectes pour que ce concours soit lancé et mis en œuvre. Nous invitons les uns et les autres. Il n'y a pas d'exclusion. Il suffit quand même de se manifester et de prouver qu'on peut mettre en œuvre tout simplement les offres qui sont là et qui sont disponibles pour l'ensemble du secteur privé, encore une fois. Mais je ne peux pas exclure le secteur privé international, c'est clair, puisque nous avons besoin d'investissements directs étrangers. Et tout cela, c'est dans l'intérêt de notre pays. Je disais donc, parlant du logement, c'est le même souci de soulager les populations qui a guidé le choix de toutes les mesures prises sur le plan social pour éradiquer la pauvreté. Notre volonté de construire un pays prospère et solidaire, un Sénégal émergent où chaque citoyenne et chaque citoyen peuvent aspirer à des conditions de vie meilleures, a motivé, d'une part, l'amélioration de la gestion de la campagne agricole dans toutes ses dimensions, et d'autre part, la mise en place d'instruments de soutien, en particulier les programmes de bourse de sécurité familiale et de couverture maladie universelle. Par ailleurs, des réformes majeures sont en cours dans le domaine de la culture, du développement durable, de la décentralisation, vous l'avez cité, Madame la Présidente, avec l'acte 3. Et cet acte 3 est une véritable révolution pour le monde rural, qui avait fait l'objet d'une discrimination. À chaque fois qu'on parle d'urbain et de rural, le rural, il est celui qui a le moins d'avantages. J'ai souhaité qu'à travers cet acte, qu'on ne parle plus de communauté rurale, mais de communes, pour tout le monde. Et que les instruments de soutien à la politique de décentralisation soient les mêmes, quel que soit le lieu d'implantation de la commune. Il y a bien entendu d'autres aspects essentiels, mais j'ai voulu faire de l'équité territoriale. Nous avons donc parlé de la décentralisation, de la promotion des PME et du secteur privé, avec la loi sur les partenariats publics-privés, de l'industrie, des mines et de l'artisanat notamment. Ces réformes sont en parfaite
cohérence avec le plan Sénégal émergent. Elles devront également s'adosser au plan d'action issu de la signature du pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Les avis et recommandations du Conseil économique, social et environnemental sont dès lors très attendus, Madame la Présidente. Votre institution doit être, vous l'avez rappelé, un cadre privilégié de concertation et de médiation pour davantage éclairer et mieux soutenir l'action gouvernementale. Alors moi, je vais vous faire une commande d'étude puisque vous en demandez. Il y a un conflit permanent sur le code des marchés publics entre, d'une part, ceux qui sont les autorités contractantes qui considèrent que ce code est contraignant, qu'il empêche d'avancer vite, et ceux qui pensent que pour la transparence, nous devons maintenir le code tel qu'il est. Il serait bon que le Conseil évalue ce code des marchés publics sous l'angle de la transparence nécessaire, mais aussi de la célérité dans l'exécution des politiques publiques. Voilà des termes de référence pour une étude qui pourrait intéresser le pays. Et c'est une question sérieuse, c'est une question de fond, puisque nos gouvernements, et récemment j'ai discuté avec beaucoup de chefs d'État qui ont déploré très fortement les lenteurs liées à ce code. Ce n'est pas qu'on fait le procès du code des marchés, parce qu'il nous faut un code pour organiser la commande publique. Mais il ne faut pas que ce code soit non plus un obstacle à la réalisation de nos politiques. Aujourd'hui, j'aurais pu, depuis assez longtemps, moi, démarrer mes 2 universités, mais je suis obligé de faire des procédures et des procédures. Et il faut que l'étude du Conseil, qui va être neutre, je l'espère, vraiment analyse en profondeur les tenants et les aboutissants. L'agenda, disons l'échéance, qu'il tienne compte du déroulement des différentes actions, la programmation dans l'exécution depuis l'avis d'appel d'offres, que la définition du cahier de charges de l'appel d'offres lui-même. Mais le plus grave, ce n'est même pas tout ça, c'est à chaque fois qu'il y a une adjudication, celui qui n'est pas content, il attaque, et donc on attend. Il faut retourner à la commission de règlement des conflits de la RMP. Et maintenant, les gens, ils montent jusqu'à la Cour suprême pour des appels d'offres. Pensez-vous qu'un État qui doit, un président qui est élu pour une durée, peut attendre toujours que chaque appel d'offres fasse l'objet de conflits interminables? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'Inde a mis à notre disposition plus de 21 millions de dollars, 27 je crois, pour l'électrification rurale, depuis 4 ans, avant que je ne vienne. Cet appel d'offres est entre la DCMP, la RMP, la Cour suprême, retour, et le gouvernement indien a dit, comme vous ne voulez pas, on reprend notre argent. Voilà, voilà. Ça, je n'accuse pas le code, mais je dis, les gens exploitent les dispositions pour la transparence, pour bloquer. Alors donc, Madame la Présidente, je sais que vous avez les experts qu'il faut au Conseil économique et social, mais vraiment, je vous demande de nous aider pour une bonne lecture sur cette question du code de marché.